Voilà, on va commencer, les gens nous rejoindront petit à petit. De toute façon, au début, on sera dans une phase très introductive. Donc, bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez tous bien, c'est la rentrée. On continue avec, le Social Impact Score, mais avant cela, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, nous, ça s'appelle Sapeur Védéré, c'est un cabinet d'études et de conseil. On est présent à Paris et à Bruxelles. Alma est à Paris, je suis à Bruxelles là présentement, mais à Paris tous les mercredis, si ça vous intéresse. Et on est vraiment spécialisé dans la compréhension euh, des mouvements sociétaux pour nos clients, à travailler l'acceptabilité sociétale des différentes organisations et spécialisé sur tout ce qui est indicateur, puisqu'on a la petite spécificité d'avoir une équipe d'une dizaine de développeurs qui nous aident à développer des solutions innovantes. Aujourd'hui, on continue, elle nous en parlera là-dedans plus en profondeur du Social Impact Score, mais notre cycle de présentation, sauf que la dernière fois, pour politique et journaliste, c'était moi qui présentais. Cette fois-ci, c'est Alma qui nous a rejoint à ça, qui va présenter cette partie. Et je lui laisse la parole. N'hésitez pas à poser des questions dans le petit chat. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Voilà. Alma, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je suis ravie de vous présenter cette étude, aujourd'hui et pour commencer, on va remettre peut-être un petit peu de contexte. Donc, comme on vient de vous le dire, chez Sapere Vedere, on est des spécialistes de l'analyse des dynamiques d'influence, que ça soit, entre les communautés sur les réseaux sociaux ou bien, à des niveaux plus, institutionnels et sociétaux. Et à partir de ces analyses, finalement, on a fait le constat qu'aujourd'hui, les dirigeants et les organisations, ils peuvent plus se permettre de communiquer uniquement sur leur entreprise. Ils sont jugés par l'ensemble de la société, et s'ils veulent que leur voix compte, ils doivent pouvoir, s'adresser à une audience, assez large. Et donc nous, on a cherché, à quantifier ce pouvoir d'influence, vraiment ce poids que peut avoir, un individu ou une organisation sur la société. Et ça, on l'a fait au travers d'une analyse des 5 principaux écosystèmes, d'influence qui structurent aujourd'hui la société française. Donc à savoir, la sphère politique française, qui est influente parce que les politiques et les élus, ils peuvent modifier rapidement les règles du marché. En termes d'influence, la sphère européenne, elle influence à plus long terme le cadre réglementaire. Au niveau de la bulle du lobbying, les ONG et les associations sont souvent à la pointe d'évolutions sociétales latentes et donc ont une influence sur la société. Pour ce qui concerne la sphère économique et financière, qui fait donc l'objet de notre webinaire aujourd'hui, elle analyse plutôt la santé des entreprises et elle a le pouvoir d'orienter leur avenir, d'où son influence. Et enfin, la sphère médiatique, qui est sûrement la plus évidente, les journalistes, ils peuvent faire ou défaire une réputation et donc ont une influence assez importante sur la société. Donc, sur la base de ces 5 écosystèmes, on a créé le Social Impact Score dont vous parlez, Nicolas. Ce baromètre, il a pour, objectif de déterminer l'influence d'un acteur sur la société. Donc, petit point de méthode, comment ça fonctionne? Alors ce score, il mesure sur une échelle de 0 à 100 l'influence dans chacun des 5 écosystèmes d'un acteur. Le meilleur dans la bulle, il a 100. Puis le deuxième est objectivé par rapport au meilleur, c'est-à-dire que, par exemple, dans la plupart des bulles, on a Emmanuel Macron qui est le meilleur, donc il a la note de 100 et tous les autres acteurs ont une note attribuée en fonction. Donc, par exemple, Alexandre Bompard, qui a une note de 19,3 sur 100, en fait, c'est 19,3 sur Emmanuel Macron, si on pouvait parler comme ça. Et donc ça nous permet d'avoir une comparaison assez tangible finalement pour comparer les différents acteurs. Et ensuite, du coup, sur chacune des bulles, on fait la moyenne de toutes les notes pour avoir un score global, parce qu'on considère qu'elles sont toutes d'égale importance par rapport au poids sociétal que peut avoir un acteur. Donc, ce qui nous a intéressés, c'est qu'on a appliqué cette méthode aux dirigeants du SBF 120 pour établir un classement de ceux qui sont les plus influents. Et ce classement, il a été publié dans Les Échos en juillet dernier. Il a eu d'ailleurs des bons échos, donc vous pouvez le retrouver sur leur site internet ou bien sur le nôtre. Et comme on a étudié précisément chaque écosystème, en fait, on en a tiré des enseignements assez spécifiques à chaque bulle qui nous ont permis du coup d'identifier
Dans chaque écosystème, les parties prenantes qui ont une audience qualifiée, quelles sont les dynamiques d'influence aussi qui s'y jouent. Et donc, on a décidé de vous les partager lors de nos webinaires. Donc, comme le disait Nicolas, celui sur les journalistes et les politiques a déjà eu lieu et vous pouvez retrouver l'étude sur notre site internet. Celui sur l'économie, c'est l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Et les 2 prochains sont à retrouver le 18 septembre pour le lobbying et le 2 octobre pour l'Europe. Donc, notez les dates dans vos agendas. Donc maintenant, si on retourne au programme d'aujourd'hui, on va faire un focus sur l'écosystème économique et financier, en s'intéressant spécialement à 2 objectifs. Donc, d'abord, pour mieux comprendre un peu l'écosystème économique en tant que tel, on va chercher à identifier, où sont présents les acteurs, donc, que suivent les personnes qui font et qui défont finalement les cours de bourse et les levées de fonds, où ils sont, sur quels médias sociaux ils sont présents et du coup, quelle plateforme il faut préempter quand on est une organisation en fonction de ses objectifs et des décideurs économiques qu'on cherche à toucher. Et puis aussi, on va s'intéresser aux dynamiques d'influence dominantes dans l'écosystème, en s'intéressant notamment donc, aux nouveaux influenceurs et à leur positionnement, et en se posant la question de si ça vaut le coup de les intégrer finalement dans une stratégie d'organisation. Donc ça, c'est plus pour la première partie d'études d'écosystème. Et dans la deuxième partie, on va s'intéresser donc davantage à ce qui concerne le Social Impact Score, à savoir déterminer comment se positionnent les dirigeants et les organisations au sein de l'écosystème économique. Donc, quels CEO et quelles entreprises tirent leur épingle du jeu? Est-ce qu'ils réussissent réellement à capter l'attention des acteurs économiques au-delà de leur nombre de followers en tant que tel? Et puis, comment expliquer du coup les réussites, les échecs, et puis de quelles bonnes pratiques en fait on peut s'inspirer. Donc voilà les questions auxquelles vous aurez des réponses à la fin de notre étude. Donc on va d'abord se concentrer sur l'analyse de l'écosystème économique et financier. Et pour ça, on commence tout de suite par une cartographie d'écosystème. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les cartographies, ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce que like ou suivent une liste de 400 personnes qui sont des économistes, des journalistes économiques, des dirigeants d'entreprise ou des influenceurs spécialisés dans la finance ou encore des analystes bancaires et financiers. Donc, ils ont été choisis parce qu'ils sont représentatifs de cet écosystème. Et au total, du coup, cet amoncellement de personnes qui sont likées ou suivies, ça nous a donné un écosystème de près de 40 000 acteurs au total. Donc, on a fait le constat que l'écosystème économique, il était assez traditionnel parce qu'il est structuré par les institutions et des acteurs économiques reconnus. Donc, je m'explique. On a d'abord une communauté plutôt progressiste, qui est donc celle de gauche sur le côté, qui est assez déconnectée du reste de l'écosystème. C'est la communauté la plus à gauche politiquement parlant, mais il y a quand même Emmanuel Macron et Bruno Le Maire dedans et beaucoup de membres du gouvernement. Ou quelques personnalités aussi de centre droit. Donc, c'est dire à quel point l'écosystème, il est quand même davantage ancré vers la droite. Ensuite, on a la communauté donc, la plus centrale et la plus traditionnelle, qui est celle du journalisme économique et de la direction d'opinion. Cette communauté, du coup, elle regroupe des journalistes et des d'éditorialistes économiques comme Jean-Marc Vittori et Dominique Seux des Échos, des économistes assez reconnus aussi comme Denis Ferrand et Patrick Artus. Denis Ferrand qui, je le précise, est l'acteur le plus influent au sein de l'écosystème, c'est celui qui a obtenu la meilleure note. Et on a également des politiques du centre et de la droite. Donc cette communauté, elle est principalement située sur X et sur LinkedIn. La troisième communauté qui nous a semblé intéressante à étudier, c'est celle des experts économiques internationaux. Donc, elle est principalement composée de journalistes et de correspondants internationaux, mais aussi d'économistes et d'universitaires et de dirigeants politiques et économiques européens et mondiaux, dont Christine Lagarde, qui est en très bonne position dans cet écosystème. Elle nous a semblé intéressante parce qu'elle est connectée avec 3 autres communautés, donc les progressistes pour le côté un peu académique, la communauté plus traditionnelle et influente du coup de la direction d'opinion économique qui fait des ponts du coup avec les dirigeants politiques et économiques mondiaux. Et la dernière communauté avec laquelle elle est connectée, c'est celle des médias et des influenceurs financiers, probablement pour son pouvoir de prescription sur cette communauté. À noter quand même que sur la communauté des experts économiques internationaux, c'est la seule qui est un peu sur Blue Sky, ce qui peut s'expliquer par son prisme assez international et académique.
Enfin, ensuite, on a la communauté finance et bourse qui est un peu plus excentrée, qui a quand même des liens avec le monde de la tech et de l'innovation comme on le voit. Cette communauté, du coup, qui est en rose, elle est intéressante parce que c'est une des seules communautés qui n'est pas politique ni trop institutionnelle. Elle est plutôt ancrée dans le temps réel et dans l'actualité. On le voit parce que il y a le BFM Business et les Échos qui font partie de cette communauté et qui font partie des médias les plus suivis. Et son autre particularité, c'est qu'elle utilise aussi Instagram, notamment du fait des influenceurs financiers, donc qui a priori n'ont pas trop d'influence sur le reste de l'écosystème, donc puisque peu d'autres acteurs utilisent Instagram. Donc ensuite, on a les acteurs de l'innovation et de la tech qui regroupent du coup plutôt des entrepreneurs, des dirigeants économiques, donc ici plutôt Xavier Niel, Marc Simoncini qui sont assez influents au sein de cette communauté, et aussi des journalistes et des médias spécialisés en tech, innovation, technologie. Et enfin, la dernière communauté, c'est celle de LinkedIn, qui est plus à l'écart, qui est composée de médias généralistes, d'acteurs bancaires et financiers, mais aussi d'acteurs un petit peu plus diversifiés, avec notamment des profils issus des universitaires, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, maintenant, en termes d'analyse, si on s'intéresse à la stratégie de présence sur cet écosystème selon les réseaux, on voit que sur X, quasiment tout le monde dans l'écosystème y est. 72% de présence, c'est un très bon score. C'est vraiment la communauté qui est incontournable pour les journalistes économiques et pour les politiques. Donc, quand on cherche à cibler un décideur économique, on peut aller sur cette communauté. Sur LinkedIn, on a 30% de présence. Ça peut vous paraître un peu faible, mais en fait, c'est lié au fait que pour que les décideurs apparaissent au sein de la communauté et au sein de l'écosystème, il ne faut pas juste qu'ils soient suivis, parce que ça, on ne peut pas récupérer en termes de données, mais il faut qu'ils aient été likés. Donc, en fait, 30% de présence, c'est plutôt une bonne présence pour LinkedIn. Et ce réseau, il a sa singularité parce qu'il a quand même sa propre communauté dans laquelle les gens viennent pour la seule présence des acteurs de cette communauté. Donc, pareil, quand on veut cibler les milieux économiques, on peut aller sur LinkedIn, c'est même fortement recommandé. Ensuite, on arrive sur Instagram et Threads, donc les réseaux de Meta. Eux, pour le coup, il y a une faible présence, elle est même quasiment nulle chez Threads, et sur Instagram, c'est de l'ordre de 5%. Donc, quand il s'agit de toucher les décideurs économiques, dans l'ensemble, il ne vaut mieux pas y aller. Blue Sky a peu de présence, sauf au niveau des experts internationaux et des académiques. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise et du type d'objectif recherché, on peut se poser la question d'y aller ou pas. Quand on est une PME ou une ETI, ça ne vaut pas forcément le coup. En revanche, quand on est une multinationale, en fonction des stratégies, des objectifs poursuivis, pourquoi pas. Et enfin, sur TikTok, on a vraiment une faible présence générale de l'écosystème économique. Donc, s'il s'agit de toucher les décideurs vraiment de cet écosystème, ce n'est pas la peine d'y aller. Si on poursuit l'analyse, du coup, au niveau des acteurs économiques, on se rend compte qu'en termes de localisation, ils sont en très, très grande majorité dans la région parisienne. Ça ne va pas vraiment vous étonner, donc on passera assez vite dessus. On note également que la Normandie s'en tire pas trop mal. On n'a pas vraiment d'explication pour le justifier. On pourrait peut-être se dire que c'est parce qu'il y a une proximité en termes de localisation avec Paris, ou encore qu'il y a des infrastructures et des industries assez importantes en Normandie. Je pense notamment au port industriel du Havre, qui est un port de commerce international. Et c'est aussi d'ailleurs la Normandie, la deuxième région française en matière d'exportation. Donc c'est des hypothèses, même si on n'a pas vraiment de certitude sur ce point-là. Après, si on étudie du coup les acteurs plutôt des lobbies et des associations qui sont suivis au sein de l'écosystème, on voit qu'il y a une pluralité d'acteurs avec des positions antagonistes. Donc, il y a une vraie différence par rapport à l'écosystème médiatique et politique qu'on avait précédemment étudié, parce qu'ici, on a vraiment une prédominance économique plutôt libérale et de droite, notamment du coup l'Institut Montaigne ou le MEDEF, qui sont les deux premiers les plus influents parmi les lobbies et les associations. Mais on a aussi des organisations progressistes et de gauche qui sont plutôt bien placées. Par exemple, les économistes atterrés qui sont très bien positionnés. Idem pour la Fondation Jean Jaurès. Le The Shift Project, c'est pareil, profite aussi de son aura sur LinkedIn pour avoir une influence au sein de cette communauté. Et puis, on note aussi
une forme d'intérêt pour, les luttes économiques, avec notamment la présence d'Attac, et aussi d'autres ONG et associations. Donc il y a quand même une sorte de montée en puissance, on va dire, des enjeux écologiques, climatiques et de justice sociale, au sein de cette sphère économique qui est quand même traditionnellement à droite. Bon, en revanche, tout ce qui est syndicats et ONG, c'est quand même moins important, et on note également que le mouvement Impact France, est étonnamment assez bas. En ce qui concerne du coup, la matrice médiatique, c'est-à-dire, les principaux médias qui sont suivis au sein de l'écosystème, on n'est pas sur quelque chose de très étonnant, puisque la plupart des grands médias, économiques et généralistes sont vraiment au centre de la matrice. On a quand même à noter une bonne place de l'Informé, malgré sa jeunesse, donc qui est un média d'investigation économique. Et puis on note aussi que les journalistes qui sont les plus suivis ont quand même un prisme numérique assez fort. Donc c'est quand même quelque chose qui intéresse, l'écosystème économique de manière globale. Maintenant, on va faire, plutôt un focus sur la communauté des influenceurs financiers parce que, en fait, chez Sapere Auderê, on est assez intéressé par tout ce qui est mutation dans les usages, et les évolutions au sein de la société. Du coup, on cherche à les analyser et on trouve que dans l'ensemble, les bilans, les reportings financiers des grandes entreprises, c'est encore très conventionnel, que la communication financière, elle est globalement peu dynamique. Donc, l'intérêt de faire un focus dessus est pas forcément majeur. Mais à côté de ça, on a aussi des gens qui communiquent de plus en plus sur la finance et dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et qui viennent du coup de rentrer dans cet écosystème économique. Ce sont donc les influenceurs financiers. Et du coup, on a cherché à comprendre un petit peu qui ils étaient. On s'est posé quelques questions sur eux, par quoi ils sont intéressés et s'ils touchent vraiment aussi de larges audiences ou des publics plus spécifiques. Donc vraiment, là, le focus, l'idée, c'est de savoir s'ils sont influents auprès des décideurs économiques. Parce que justement, comme je vous le disais, cette communauté, elle est nouvelle dans l'écosystème économique et elle a quand même une présence sur tous les réseaux sociaux, que ça soit X, Twitter, pardon, XS, qui est l'ex-Twitter, que ça soit TikTok, que ça soit Instagram, voire même des newsletters avec Actionnaire qui est quasiment lu par 2 millions de personnes. Ces influenceurs, ils ont quand même des grosses communautés, ils ont des centaines de milliers de followers et donc forcément, ça fait parler. Ça s'est repris dans la presse, on se pose des questions du coup autour de cette influence supposée et derrière l'intérêt aussi, c'est de se demander quelle est, finalement, l'influence qualifiée, auprès de cet écosystème justement, hem, puisque ceux-ci viennent vraiment bouleverser les codes très traditionnels et peu accessibles de l'écosystème. Donc le but, c'est donc de savoir quelle est l'influence qualifiée. Donc là, c'est pareil, pour, mieux comprendre, ce point, on a fait une cartographie de cette sous-communauté. Donc, on s'est rendu compte qu'elle était plutôt, bipartite et caractérisée par des intérêts, dispersés. Donc, je m'explique, la partie de gauche, qui est donc celle qui est la plus proche du reste de l'écosystème, vous avez du coup la position, de cette sous-communauté au sein de l'écosystème global que je vous avais montré tout à l'heure, pour vous montrer déjà que cet écosystème, il est assez excentré par rapport, que cette communauté est assez excentrée par rapport à l'écosystème global. Et donc, la partie la plus proche au sein de cette sous-communauté de l'écosystème global, c'est assez logiquement des médias financiers et des acteurs économistes internationaux qui sont suivis justement au sein de la communauté pour avoir l'actualité économique au plus proche. Et après, sur la partie de droite, du coup, on a trois sous-communautés d'influence. Donc, les experts et les médias de la finance et de l'investissement, les acteurs et médias de la finance, crypto et blockchain, et les entrepreneurs et les personnalités internationales. Et finalement, en fait, quand on regarde ces trois sous-communautés, on se rend compte que les têtes de pont, elles sont quand même assez connues de tous. Bon, à part pour Asher et Nicolas Chéron peut-être, c'est quand même assez étonnant parce que les influenceurs qui ont du coup des très grandes audiences, ils ne sont pas forcément les personnes les plus influentes dans cette sous-communauté et donc au sein des milieux économiques. Donc si leur audience, elle ne se situe pas là, on se pose la question de savoir finalement où est-ce qu'elle est cette audience. Et donc on n'a pas analysé, les audiences spécifiques de chacun des influenceurs puisqu'elles ne sont pas, dans la sphère économique, mais on a quand même tenté de comprendre et de mener l'enquête, pour savoir vraiment, qui ils intéressent finalement ces influenceurs.
Et du coup, en faisant cette enquête, on s'est rendu compte qu'en fait, les influenceurs financiers, ils font vraiment sortir l'économie de sa bulle classique. Et ça s'opère par des nouveaux usages, des nouveaux formats et des nouvelles interactions. Donc, je m'explique. Au niveau du ton, on est quand même sur un décryptage économique, de la vulgarisation ou de l'expertise. Donc, il y a quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre du décalage par rapport aux journalistes économiques qui, a priori, sont plus dans des tribunes et qui ne s'adressent pas forcément au même public. En termes de format aussi, les codes des plateformes sont pas ou peu préemptés, finalement par l'écosystème économique actuel. TikTok, Instagram, YouTube, c'est pas trop des réseaux sociaux sur lesquels ils vont. Bon, on a aussi X et LinkedIn, parmi les influenceurs financiers puisqu'ils sont vraiment partout. Mais dans l'ensemble, ils ont tendance à utiliser, des nouvelles plateformes et des nouveaux usages qui contrastent vraiment avec les formats, traditionnels, et la prédominance de la presse au sein de l'écosystème, traditionnel économique. Et enfin, en termes d'interaction, on voit qu'il y a des nouvelles formes de conversation qui sont recherchées et même encouragées par les influenceurs parce qu'ils utilisent des formats comme les lives, les sondages, les stories. Les commentaires sont quand même beaucoup plus faciles dans ce genre de cas. Et ça semble assez nouveau quand on parle d'économie et de finance, d'ouvrir un peu ce débat. Et justement, quand on étudie finalement le contenu des conversations, en fait, il y a une connexion qui est bien établie et qui est quand même beaucoup plus horizontale du côté des influenceurs financiers, avec du coup une audience qui semble élargie par rapport à celle, des analystes, qu'on va qualifier de traditionnels. Par exemple, sur cette slide, pour vous permettre de bien comparer, d'un côté, vous avez des captures d'écran de conversations issues de comptes d'influenceurs. Donc, c'est Nicolas Chéron, Asher et Rachel Finance. Et de l'autre côté, du coup, pour comparaison, j'ai pris un post LinkedIn de Denis Ferrand, qui est du coup le premier dans l'écosystème économique, avec quelques commentaires assez représentatifs de ce qu'il peut avoir comme commentaires sur ses publications en général. Et là, pour le coup, on se rend compte qu'il y a vraiment une co-construction qui est à l'œuvre du côté des influenceurs financiers avec, des débats dans les commentaires qui sont parfois assez longs et parfois aussi intéressants que le post en lui-même parce que ça mène à des débats et à des réflexions. C'est pas forcément le même type de commentaires et le même type d'interaction, mais dans tous les cas, il y a des gens qui se répondent et qui se parlent. Alors que de l'autre côté, sur le post LinkedIn de Denis Ferrand, c'est surtout des gens qui vont aller donner leur avis, mais de manière ponctuelle et il y a pas forcément, d'interaction derrière qui sont engendrées. L'audience, côté influenceur, elle semble plutôt grand public, ça peut se voir notamment avec les noms des pseudos, alors que du coup, du côté des décideurs, on est plutôt sur, des gens alors que plutôt du côté de de l'écosystème économique en tant que tel, on est plutôt sur des décideurs, des analystes économiques, donc quelque chose d'un peu plus traditionnel. Là, par exemple, on voit que c'est le Chief Investment Officer, chez Allianz qui répond aux commentaires. C'est pas le genre de profil qui va commenter, les posts des influenceurs, financiers sur, X, TikTok ou Instagram. Mais en revanche, même s'il y a des différences dans le mode d'interaction, qu'on voit assez bien, du coup, entre les influenceurs financiers et les analystes, économiques traditionnels, on voit quand même que la tonalité, elle reste assez technique. Donc même si on a affaire à un grand public et à une audience élargie, elle ne fait pas stricto sensu partie de l'écosystème économique, mais ces personnes, elles s'y connaissent quand même. Ça se voit qu'elles sont intéressées, bon, peut-être autodidactes, mais en tout cas, c'est pas des néophytes, complets. Et pourtant, ce qui est assez, frappant, c'est que en fait, les organisations et les dirigeants, ils s'occupent du coup, vraiment très peu de cet écosystème. Ils le prennent pas du tout, ils ne prennent absolument pas part au débat et visiblement, ils s'investissent peu finalement dans ce type de compte. Si on regarde un petit peu, dans la suite de notre analyse, on s'est demandé du coup si tous ces influenceurs économiques, ils avaient tous le même type d'interaction et s'ils agrégeaient tous le même type de public. Et là, on se rend compte qu'en fait, même si, ils ont des formats, plus visuels, des nouveaux codes de communication, partagés qui laisseraient penser que du coup, on met un peu tous les influenceurs dans le même ensemble. En fait, ils ont chacun vraiment leur ligne éditoriale, avec, du coup, soit une spécificité sur, la vulgarisation financière, sur la crypto, sur l'analyse boursière. Enfin, en tout cas, c'est des contenus qui sont assez distincts, même si bien sûr il y a des recoupements. Mais justement, du coup, les audiences, elles ne sont pas toujours identiques d'un influenceur à l'autre.
On le voit là notamment avec le compte de Nicolas Chéron, qui fait une analyse vraiment très poussée de l'action de Nexity. C'est pas du tout le même type de contenu que ceux du centre, qui sont plus d'ordre un peu motivationnel et pour inspiration. Et donc, ce qu'on en retient comme enseignement, du coup, c'est que pour les organisations, il y a quand même un fort intérêt à veiller ces interactions et à s'intéresser, du coup, à ces nouvelles logiques communicationnelles qu'elles n'ont pas du tout pris en compte jusqu'à présent. Déjà parce qu'il en va de leur réputation économique. Donc, il y a vraiment une nécessité de croissante de veiller finalement ces débats, puisque leur réputation, elle est décryptée, elle est discutée aujourd'hui. Et c'est par exemple le cas avec le poste de Nicolas Chéron qu'on vient de voir sur Nexity. Et ça, c'est pas traditionnellement monitoré. Tout ce qui est commentaire sur LinkedIn, les TikTok, les lives, en général, les organisations ne l'ont pas trop pris en compte. D'autant qu'en plus, on n'a pas toujours accès aux données sur les réseaux qui sont utilisés. Je pense notamment aux commentaires sur LinkedIn et à TikTok. Donc, ces entreprises, elles doivent veiller ces conversations, mais elles doivent aussi y participer. Elles doivent être dans les conversations vraiment, soit par leur présence propre, soit via des influenceurs ou des partenariats, parce que c'est important qu'elles aient leur mot à dire et qu'elles puissent influer sur le débat. Elles ne peuvent pas se cantonner à des simples communiqués de presse assez distants pour annoncer leurs résultats financiers. Aujourd'hui, le public en tant que tel n'est plus forcément qu'ici. Et donc, si elles veulent avoir leur mot à dire et influer sur le débat, pour ça, elles doivent aussi comprendre qui peuvent être leurs alliés, quelles sont les nouvelles règles du jeu. Donc, il y a vraiment un travail de fond à mener pour identifier les influenceurs, les nouveaux modes d'expression pertinents et ceux qui donc, sont les plus adaptés aussi, parce que, on vient de le voir, tous les influenceurs ne se valent pas. C'est pas parce qu'ils utilisent les mêmes plateformes et des formats similaires qu'ils racontent la même chose, loin de là. Et donc, comme ils agrègent aussi des publics qui ne se recoupent pas forcément, il faut vraiment avoir une approche assez fine et très analytique de leur ligne éditoriale, de leur audience nécessaire aussi, du coup, pour appréhender finalement leur influence réelle avant de sélectionner finalement ceux qui intéressent le plus telle ou telle organisation par rapport à ses objectifs stratégiques. Et en même temps, du coup, par rapport à ce travail de fond, c'est aussi une opportunité parce que cette analyse et cette cartographie, c'est une possibilité finalement de moderniser le secteur, d'innover, de trouver donc des nouveaux usages, des nouveaux formats et de prendre de l'avance sur des concurrents dans un monde qui est encore très traditionnel. Donc voilà pour cette partie du coup d'analyse finalement de l'écosystème économique en tant que tel. Maintenant, on va passer à la partie qui concerne plus donc le Social Impact Score et l'étude de l'influence des dirigeants du SBF 120 dans la sphère économique. Et donc, on commence tout de suite par le podium donc des patrons qui sont les plus influents. Et donc, en fait, on se rend compte assez rapidement que dans la sphère économique, ce podium, il est assez similaire à celui du Social Impact Score global. Alexandre Bompard, Christelle Heidemann et Véronique Bédag, ils sont donc tous les trois en tête et en général, ils sont rattachés du coup à une communauté qui est proche de leur entreprise. Donc, par exemple, pour Christelle Heidemann, c'est assez logique qu'elle soit dans la communauté des acteurs de l'innovation et de la tech. Pour le cas de Véronique Bédag, c'est plutôt le fait qu'elle soit dans la communauté des personnalités progressistes s'explique plutôt par son parcours passé et sa proximité avec Manuel Valls notamment. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est aussi que finalement, hors SBF 120, il y a des entreprises qui sont au moins aussi influentes que celles du SBF 120 en tant que tel. On pense notamment du coup à Pierre Louette, qui est le PDG des Échos, qui a un meilleur score qu'Alexandre Bompard, le meilleur chez Carrefour. Donc, finalement, on peut se dire aussi que parmi les 5 écosystèmes qui sont étudiés, la bulle économique, c'est quand même sans conteste et sans surprise, celle dans laquelle les dirigeants, ils ont les meilleurs scores d'influence. Ils sont même meilleurs du coup que leur score global. Cela dit, ça reste quand même à relativiser puisque bon, Alexandre Bompard, qui est le premier dans l'écosystème, il est que 193e, donc c'est pas non plus la meilleure place.
On s'est intéressé du coup à ces patrons influents pour voir du coup quelles étaient les recettes finalement de leur succès et on s'est rendu compte que ceux qui s'expriment et ceux qui sont les plus influents sont donc ceux qui s'expriment sur les sujets sociétaux qui vont au-delà de leur entreprise. La recette finalement du succès, c'est on peut la résumer en 3 points. Donc tout d'abord, il faut avoir un discours incarné et engagé qui dépasse du coup juste stricto sensu les enjeux de l'entreprise. Par exemple, chez Alexandre Bompard, c'est les prises de parole sur le pouvoir d'achat et sur l'alimentation. Chez Véronique Bédac, tout ce qui concerne la ville de demain, les enjeux d'urbanisme. Et chez Christelle Heidemann, là pour le coup, on est plus sur tout ce qui est innovation et technologie. Donc au-delà de ça, ils doivent aussi assurer une présence médiatique 360 qui du coup articule les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Véronique Bédague qui va à la fois sur RMC BFM, qui en fait un post LinkedIn et qui est aussi présente dans une interview avec un YouTuber donc sur YouTube. On peut aussi reprendre l'exemple de Alexandre Bompard qui donne une interview sur BFM et qui en profite derrière pour la reposter sur Twitter. Donc, vraiment, cette articulation, elle est importante parce qu'elle permet un impact démultiplié, puisque du coup, le discours, il va être à la fois relayé par les journalistes et en même temps sur les réseaux sociaux, donc souvent par le premier cercle du dirigeant de l'entreprise, à savoir ses collaborateurs. Et enfin, la dernière bonne pratique, c'est le fait qu'il faut occuper le terrain. En mettant du coup en place une stratégie éditoriale qui doit être à la fois claire et récurrente. En fait, c'est le cas comme pour n'importe quel influenceur ou média. Ils ont besoin d'être présents toute l'année et ils ont besoin d'avoir des positions assez claires et aussi d'investir du coup dans des formats qui sont adaptés aux usages des plateformes. Là, on prend par exemple le cas de Alexandre Bompard qui présente les résultats semestriels de Carrefour à travers une petite vidéo en mode selfie. Il y a aussi des visuels qui sont attractifs avec des codes avec des couleurs assez fortes. Et ça, pour le coup, c'est faisable et les risques payent. Parce que, par exemple, quand on est le PDG de Carrefour, dénoncer le plastique, comme c'est le cas dans le post tout en bas à gauche, c'est quand même osé et finalement, ça marche. Il y a des gens qui réagissent, plus de 100 commentaires, il y a beaucoup de likes. C'est des prises d'opposition qui, derrière, sont vraiment suivies. On va maintenant du coup s'intéresser aux entreprises du SBF 120 qui sont les plus influentes sur l'écosystème économique, puisqu'on n'est pas obligé d'analyser uniquement des personnes, mais ça peut être aussi du coup des institutions ou des organisations. Et là, sans surprise, ceux qui dominent, en fait, c'est les banques et la finance, ce qui est assez logique par rapport au secteur. Donc Société Générale, Amundi, Crédit Agricole ou encore BNP Paribas qui sont dans le top 5. Ces grandes entreprises, elles sont quand même assez loin dans le classement, puisque la première, elle est que 1037e sur plus de 39 000. Mais malgré tout, c'est quand même assez normal parce qu'on a tendance à suivre davantage des personnes que des marques corporate. Donc, si on s'intéresse aux réseaux, on s'aperçoit qu'ils sont quand même assez inégalement investis par les entreprises du SBF 120, avec un déploiement qui est peu efficace. Donc, on a quand même une très forte présence sur LinkedIn, X et Instagram, qui sont vraiment des réseaux indispensables pour la vitrine finalement de l'entreprise en termes d'image employeur, de relations presse. D'autant qu'on sait que, par exemple, les journalistes, ils sont beaucoup sur X, confère notre dernière étude. Et après, à côté de ça, on a sur TikTok, du coup, une plateforme qui est vraiment en émergence. Il y a à peu près un tiers des entreprises qui sont présentes dessus. Et sur Blue Sky, à peu près 15%, à peu près 15 entreprises sur 120, donc un peu plus de 10%. Ce qui reste quand même très faible, d'autant que souvent, leur compte sur Blue Sky, c'est juste des noms de domaines qui ont été préemptés, mais derrière, il n'y a pas de stratégie éditoriale. Et pour ce qui est des chiffres en bleu, du coup, influence dans la sphère économique, si vous vous demandez, en fait, c'est les comptes d'entreprises qui ont été likés ou qui sont suivis par un membre de l'écosystème économique et donc qui ont une forme d'influence sur la sphère économique. Et là, en fait, on se rend compte que les résultats sont beaucoup moins beaux pour le coup, surtout sur LinkedIn où en fait, il n'y a que 6 entreprises sur les 120 du SBF qui ont une influence dans la sphère économique, donc avec un membre de l'écosystème qui les a likés, qui a liké leur page corporate.
Et ça, du coup, ça peut s'expliquer assez facilement parce que, en général, les acteurs économiques et les décideurs, ils ne sont pas forcément intéressés par la ligne éditoriale de l'entreprise en tant que telle, avec tous ces aspects vie d'entreprise, recrutement, RSE. En général, ce n'est pas ce qui va les intéresser le plus. Et de fait, ils ne sont pas présents. Et du coup, il y a une forme de déploiement qui est assez peu efficace parce qu'il y a quand même beaucoup de communications qui sont faites sur ces réseaux sociaux pour derrière peu d'influence concrète sur la sphère économique. Et quand on regarde du coup pour les dirigeants, en fait, c'est pas tellement mieux. Pour le coup, ils s'en sortent quand même un petit peu mieux dans la mesure où il y a 26 et 27 entreprises qui sont influentes dans la sphère économique sur X et sur LinkedIn. Mais globalement, les résultats, ils sont quand même assez décevants. Il y a des bons élèves, mais il y en a aussi beaucoup qui n'arrivent pas du tout à capter l'attention de ces acteurs économiques pour un peu que leur ligne éditoriale soit pas tout à fait récurrente, ni incarnée, ni claire, et qu'elle parle que de l'entreprise. Dans ces cas-là, on ne suit pas le dirigeant parce qu'on part du principe que c'est pas assez intéressant d'un point de vue stratégique. Mais malgré tout, si on regarde du coup quand même les bons élèves dans la sphère économique, ou plutôt on va dire les moins mauvais, les entreprises qui sont influentes sont quand même celles qui publient sur leur réseau des analyses financières. Donc là, par exemple, avec Amundi, on a une analyse du chef économiste de l'entreprise. Ou alors, du coup, si ce n'est pas des analyses financières, ça va être des annonces corporate qui sont quand même assez intéressantes pour les économistes et les rédactions, comme une analyse du coup du PDG sur les résultats du semestre ou une annonce du coup de résultats. C'est pas des choses qui sont particulièrement innovantes, mais ça permet quand même aux rédactions et aux économistes de récupérer entre guillemets ces informations de première main. Donc c'est peut-être pour ça que celles-ci sont un peu plus suivies par rapport au reste de l'écosystème, même si malgré tout leurs formats sont quand même pas très très innovants. Mais après, quand même, s'il faut chercher du côté des innovations, on peut quand même noter que, à défaut d'avoir une communication financière très moderne, ces mêmes entreprises, donc Crédit Agricole, Amundi, elles osent quand même et elles explorent des codes qui sont assez nouveaux pour toucher des publics plus larges et dans l'ensemble aussi plus jeunes. Donc, elles ne sont pas non plus totalement coupées des nouveaux usages dont on parlait tout à l'heure, notamment avec les influenceurs financiers. On note par exemple la présence de Crédit Agricole sur TikTok avec du coup des vidéos qui épousent vraiment les codes de la plateforme. Ils sont également présents sur Biril, qui est une plateforme qui touche vraiment quasiment exclusivement les jeunes. Et après, côté Amundi, on voit aussi qu'ils commencent à s'intéresser à la question des influenceurs. Ils ont organisé du coup les Finfluencer Awards pour la première fois cette année. Ils mettent en place des partenariats avec ces influenceurs. Et ils proposent aussi en parallèle des contenus plutôt pédagogiques, mais avec une pédagogie qui est quand même assez technique et qui est aussi du coup bien adaptée au code des plateformes, parce que ici, du coup, sur la partie de droite de l'écran, on est sur des carousels Instagram qui reprennent vraiment les codes de la plateforme avec des visuels assez pop. Donc, si on devait conclure finalement et retenir un certain nombre de recommandations par rapport à cette sphère économique en France, le premier renseignement, c'est qu'on est quand même sur un milieu qui est très fermé et institutionnalisé, avec des structures et des formats qu'on peut qualifier quand même d'assez anciens. Oui, c'est quand même très old school. La presse reste importante. Mais on a aussi une nouvelle communauté qui vient bouleverser ces équilibres et ouvrir aussi les débats économiques vers le grand public. Donc ça, c'est la communauté des influenceurs. Elle est encore isolée, mais elle a des liens croissants avec les acteurs de l'innovation, les entreprises de la tech, les startups. Et ce sont en fait des nouveaux finalement faiseurs de réputation. Et il vaut mieux du coup les suivre et les comprendre si on veut s'assurer de maintenir sa réputation économique quand on est une organisation, puisqu'elle est très souvent débattue et discutée et auprès d'une audience assez large. Donc, ce n'est pas parce que les décideurs d'aujourd'hui sont assez institutionnalisés qu'il faut être institutionnel dans sa stratégie. Bien au contraire, si on veut s'assurer d'avoir une longueur d'avance par rapport à ses concurrents notamment, ça me semble assez essentiel. Ensuite, deuxième enseignement, il y a quand même des plateformes à préempter par rapport à d'autres en fonction des objectifs de votre organisation et de votre secteur. Donc, globalement, X, ça reste important, surtout pour la bourse et pour les adresses aux journalistes.
LinkedIn, c'est vraiment le must-have pour tout ce qui est milieu économique, puisqu'ils y sont absolument tous. Blue Sky, en revanche, n'a pas pris son envol, sauf à l'international. Donc, c'est à discuter en fonction de la taille de l'entreprise et de ses objectifs. Quand on est une PME, en gros, on passe son chemin. Et enfin, pour TikTok, il vaut mieux utiliser des relais pour commencer, parce qu'il est difficile de s'y faire une place. Donc, mieux vaut passer par des partenariats et des influenceurs, dans la mesure où l'algorithme n'a pas forcément tendance à favoriser les comptes d'entreprise, puisqu'il faut vraiment des formats très spécifiques qui ne réussissent pas trop jusqu'à présent au compte corporate. Le troisième enseignement, c'est qu'on a quand même des communications d'entreprise qui sont étonnamment vraiment défaillantes pour toucher efficacement les milieux économiques et qui se préoccupent aussi finalement assez peu du grand public. Et d'ailleurs, pendant ce temps, on a des analystes qui sont des particuliers qui agrègent des centaines de milliers de followers sans que les entreprises soient vraiment connectées à ce phénomène. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un petit point d'alerte à donner. Notre quatrième du coup enseignement, c'est le fait qu'il y a quand même une particularité avec la communauté autour de la crypto-monnaie. Du coup, ce mode d'investissement, c'est le seul à avoir sa propre communauté, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, pour les stock options ou d'autres types d'investissements ou de produits financiers. Ça peut s'expliquer parce que le modèle financier, il est assez récent et dynamique, du coup, sujet quand même à surveiller. Et enfin, notre dernier renseignement, c'est plutôt sur la stratégie de communication des dirigeants. On note vraiment qu'il y a une prime à l'activité et à l'incarnation, et donc à la prise de parole du moment qu'elle dépasse vraiment les enjeux de l'entreprise. Encore une fois, Bompard, il parle de sujets qui intéressent le grand public et pas juste de Carrefour, c'est-à-dire qu'il parle du pouvoir d'achat, de l'alimentation, il en parle régulièrement en plus, et il prend des risques en termes de format, il donne vraiment de sa personne, et ça fait partie des recettes du succès à appliquer pour être influent, tout en restant bien sûr alerte sur tout ce qui est nouveaux usages des plateformes. Et du coup, pour terminer et pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, on a une petite surprise. En fait, on peut assez facilement, rapidement et gratuitement calculer votre Social Impact Score pour donc analyser votre impact sociétal au sein des 5 écosystèmes dont on a parlé. C'est quelque chose, donc, comme je vous l'ai dit, qui est rapide et gratuit, et ce sera mis en place à partir de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez recevoir votre audit personnalisé, et ça peut être pour vous, pour votre dirigeant ou pour votre organisation. Il suffira juste de commenter le post LinkedIn qui sera fait la semaine prochaine, ou alors de nous contacter via l'adresse commerciale @sapervedere.eu qui est sur la slide. Et vous recevrez du coup la fiche audit avec vos scores, vos positions, pour voir si votre influence est importante. Et si elle est assez importante, on pourra aussi faire une cartographie des personnes qui vous suivent et une matrice des médias qui gravitent tout autour de vous. Donc ça, ce sera à partir de la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, tout à fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on voit que je suis un peu mauvais. 6 millième place. Bon, il y en a 300 000. J'en ai un peu devant et un peu mieux sur les journalistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster encore dans le chat. On va y répondre le temps de meubler. Comme l'a dit Alma sera gratuit et vous pourrez demander pour votre dirigeant, pour vous-même, pour votre organisation. Il ne faudra vraiment pas hésiter. Moi, ce que je note particulièrement, c'est le très mauvais résultat des entreprises. C'est assez affolant en fait de se dire il y en a autant qui sont présentes sur LinkedIn, mais ils n'en ont même pas un seul analystes financiers du départ. Sur X, c'est un peu mieux, mais c'est pas folichon. Et alors sur le reste, on se demande à quoi ça sert pour cet objet-là. Là-dessus, moi, je me demandais aussi, Alma, on voit bien dans l'étude que tu as réalisée et je la trouve très bien. Qu'il y a vraiment ces influenceurs dont il y avait notamment une question en fait sur Mathieu et Stéphanie, donc des personnes qui ont des nouveaux formats et qui ont plutôt cette vision de démocratisation, hein, quelqu'un qui a reçu Emmanuel Macron là-dessus. Or, on voit bien que dans la bulle, ils ne sont pas vraiment les meilleurs, donc il est 300e pour Mathieu Stéphanie.
Est-ce que pour une organisation, tu penses, toi, enfin c'est pour avoir ton avis au-delà d'études, que les entreprises, elles devraient plutôt viser la bulle et donc finalement ces influenceurs sont pas trop importants, ou alors elles devraient plutôt viser le grand public? Je pense que ça dépend vraiment, de l'objectif de l'organisation. Ça peut être intéressant du coup de considérer, l'impact des influenceurs, si on veut du coup, reposer du coup sur, des audiences, qui ont du poids. Surtout je pense, par rapport à un grand public ou quelque chose qui est peu économique, ça vaut le coup. Après c'est vrai que si on cherche à viser vraiment les décideurs économiques, aujourd'hui mieux vaut passer par, des retombées presse, par, des communiqués, ça me semble être, la voie la plus directe pour le coup. Mais après c'est vrai que quand on est une petite organisation, en revanche, c'est pas tout à fait la même chose parce que, pour le coup, on peut utiliser ces leviers connexes qui sont les influenceurs puisque de toute façon, on n'aura pas forcément l'audience presse assez large, pour pouvoir faire passer des messages. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher plutôt ces influenceurs pour avoir des audiences un peu connexes. OK, et pour, Stéphane que je salue, oui, ce sera à disposition, à votre, là-dessus. On va mettre en place, comme pour, l'étude précédente qui était sur les journalistes et les politiques, la vidéo, et également le support sera également envoyé dans le newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le. Une semaine, une étude à chaque fois sur un champ, et tout ça sans, devoir remplir votre mail, vos contacts et plein de choses. C'est notre aspect un peu démocratisation de ce que l'on peut, avoir. Le temps que je regarde la place de Michel-Édouard Leclerc pour Sandrine, j'ai peut-être une autre question pour toi, Alma. Oui. On voit dans ta cartographie principalement des dirigeants américains, Elon Musk et autres. On a vu la place des CEO SBS 120. Et c'est-à-dire que les Français sont nuls dans leur propre pays. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le qualificatif de nul, mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt des dirigeants américains et assez médiatiques qui sont suivis. Peut-être parce qu'ils mettent aussi davantage en avant leurs capacités d'innovation, parce qu'ils postent des contenus du coup un peu plus intéressants et aussi sûrement parce que, bah, ils ont repris finalement un peu à outrance la recette dont on parlait, tout à l'heure, qui est, bah, ce côté stratégie de présence et d'incarnation. Ils sont vraiment partout tout le temps et du coup, bah, forcément on a plus envie de savoir ce qu'ils font. Là où pour le coup, côté, français, ça reste un peu plus timide. Ok, alors Michel-Édouard Leclerc est 1195e, et je le dis à la française parce qu'il n'y a que des Français dans l'audience. Du niveau économique, c'est pas trop son cœur de réseau là-dessus. D'ailleurs, assez étonnamment, il ressort sur X, mais pas sur LinkedIn. C'est particulièrement actif sur LinkedIn. Il n'a pas eu du coup d'analyse financière qui le like. Il y en a très peu où c'est le cas là-dessus. Par contre, je pense qu'il a un très meilleur score sur les journalistes, où il a une grosse aura. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, on est disponible. Vous nous envoyez un mail, vous nous contactez sur LinkedIn, sur Twitter, par n'importe quel moyen, on répondra. On est actif. Il y a d'ailleurs les contacts pour qu'il y ait toute l'équipe, donc moi et Alma, et ainsi que le reste de l'équipe développement que je salue, qui ont préparé cette présentation, le webinaire. Merci à tous ceux qui ont participé à cela. Et puis, je vous salue. Bon appétit. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci beaucoup.